Il est 17 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République s'est adressé au peuple algérien en ce début de Ramadan, un message empreint de sérénité et de spiritualité dans lequel il a salué les avancées du pays et présenté des vœux de paix et de prospérité à notre communauté établie à l'étranger et au peuple palestinien. En ce premier jour de jeûne, les marchés du pays tout entier s'animent, de Sétif à Biskra en passant par Alger. L'offre s'adapte aux attentes des consommateurs avec des prix encadrés et un approvisionnement fluide pour que chacun puisse débuter ce mois sacré dans la sérénité. La solidarité dépasse les frontières. Conformément aux instructions du président de la République, 3 avions des forces aériennes de l'ANP ont acheminé des aides alimentaires vers la capitale du Niger. Une aide qui témoigne d'un engagement constant de l'Algérie envers ses voisins. Nous parlerons par la suite d'un régime aux multiples visages. Derrière le vernis officiel, le Marzen manie répression, manipulation et manœuvres sournoises pour asseoir son pouvoir, pendant que son propre peuple subit une injustice sans précédent. Et puis nous terminerons en immersion au cœur du patrimoine algérois avec une exposition à Dar Sof, une des plus belles demeures de la Casbah d'Alger. Un voyage qui met en lumière l'histoire et l'âme de ce site emblématique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En ce premier jour du mois sacré de Ramadan, un mois de spiritualité, de partage et de solidarité, les Algériens entament ce moment particulier dans un climat de sérénité. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à s'adresser au peuple, le félicitant pour cet accueil empreint de quiétude et de ferveur. Écoutons-le. يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للسنة الهجرية 1446 أن أتوجه إليكم وإليكن بأسمى آيات التهاني والتبريكات وخالص الأمنيات. نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات إيمانية تدفعنا إلى تعزيز روح الأخوة والتضامن المتجدرين في المجتمع الجزائري الذي ينعم اليوم بنعمة الأمن والاستقرار. Le président de la République a souligné que l'Algérie a franchi un cap décisif dans la concrétisation de ses engagements et de ses acquis portés par les efforts de ses enfants. أن بلادنا تمكنت لسواعد أبنائها وبناتها من تحقيق قفزة نوعية في تجسيد الالتزامات والإنجازات ذات الأثر المباشر على المواطن مع حماية للقدرة الشرائية والحرص الصارم على مواصلة مكافحة كل أشكال المضاربة والعبث بقوت الجزائريين والجزائريات. Abdelmadjid Tebboune a par la suite tenu à adresser ses félicitations à notre communauté établie à l'étranger ainsi qu'au peuple palestinien frère, priant pour que Dieu allège leurs souffrances et renforce leur unité. Écoutons le président de la République. كما لا يفوتني بهذه المناسبة العطرة أن أتوجه إلى أبنائنا وبناتنا في المهجر بخالص التهاني وراجيا من المولى عز وجل أن يتقبل منهم الصيام والقيام دون أن ننسى أشقاءنا في فلسطين الجريحة بالدعاء لهم أن يسهل الله ظروفهم ويرفع عنهم المعاناة وأن يوحد صفوفهم. صح صيامكم، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
Et en ce mois de partage, la solidarité dépasse les frontières. En application des instructions du président de la République, des avions des forces aériennes de l'ANP ont acheminé des denrées alimentaires vers la capitale Niamey. Une action qui reflète l'engagement constant du pays à soutenir ses voisins. Malik Darahmoun et Yasmine Massaoudi. 3 avions des forces aériennes de l'armée nationale populaire ont été chargés d'aide humanitaire, comprenant des denrées alimentaires de première nécessité à destination du Niger. Cette opération, qui intervient en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, témoigne de l'esprit de solidarité entre l'Algérie et le Niger, pays frères. Ces aides consistent essentiellement en des denrées alimentaires chargées à bord de 3 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. À leur arrivée, les aides humanitaires ont été accueillies par l'ambassadeur d'Algérie au Niger, ainsi que par les ministres nigériens de la solidarité et des transports. Elles ont ensuite été acheminées vers le siège du ministère de la Solidarité à Niamey. Ces aides témoignent de la solidité des liens fraternels entre 2 pays voisins et amis, renforçant l'entraide et la solidarité en ce mois sacré. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Algérie mène ce type d'initiative, une tradition louable qu'elle perpétue. Ces aides humanitaires, envoyées à l'occasion du mois sacré de Ramadan, font partie des traditions de l'Algérie pour renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec les pays voisins. Nous entamons le mois sacré du Ramadan et avec lui le retour des traditions et de la convivialité. À travers tout le pays, les marchés battent leur plein avec des étals bien garnis, une offre variée pour répondre aux attentes des consommateurs. Producteurs et commerçants se sont organisés pour assurer un approvisionnement fluide et des prix accessibles pour que chacun puisse entamer ce mois sereinement. Illustration ce soir à Sétif, Alger et Biskra avec Olivier Yousfi. Dans cette usine de Sétif, ces employés mettent les bouchées doubles pour satisfaire la demande croissante des clients en plein mois de Ramadan. Une démarche à laquelle ont adhéré la majorité des usines de produits de large consommation. Toutes les filières de notre entreprise sont prêtes depuis plus d'1 mois pour être présentes en force sur le marché national durant ce mois. Cette entreprise travaille d'arrache-pied depuis quelques mois en prévision de Ramadan. Nous avons fait le plein de matières premières et notre produit est demandé sur le marché. À Alger, les marchés de proximité sont pris d'assaut par les citoyens. Les commerçants n'ont pas manqué de renflouer leur stock pour être fin prêts pour Ramadan. Nous nous sommes bien préparés pour recevoir les citoyens dans les meilleures conditions. Il y a de tout ici. Je préfère faire mes courses au jour le jour. Généralement, je sors la veille pour acheter ce qui me manque. Même ambiance à Biskra. Les autorités locales ont mis en place un dispositif permettant aux consommateurs de faire ses courses directement chez le producteur. C'est une bonne initiative pour nous. Vous savez, il y a beaucoup de dépenses durant le mois de Ramadan. Les prix ici sont abordables. 22 producteurs participent avec nous. Nous avons mis en place 10 autres marchés comme celui-ci à travers toute la wilaya. De quoi préserver ainsi le pouvoir d'achat du citoyen et entamer ce mois sacré dans les meilleures conditions. C'est un retour au pays qui se fait en toute sérénité pour des centaines d'Algériens arrivés au port d'Oran depuis l'Espagne. Venus passer le Ramadan en famille, ils bénéficient de procédures simplifiées en douane, avec un passage plus rapide et des démarches allégées pour faciliter leur voyage. De quoi démarrer leur séjour en Algérie sous les meilleurs auspices. Badé Amarni. En provenance d'Almeria, en Espagne, ce navire vient d'accoster au port d'Oran. À son bord, plus de 300 passagers algériens résidant à l'étranger qui viennent passer le mois sacré avec leur famille. Je suis très content d'être ici pour jeûner avec ma famille. C'est mon 2e Ramadan ici en Algérie. Notre pays est magnifique. Nous ne ressentons la valeur de l'Algérie qu'une fois l'avoir quittée. Nous avons ouvert un bureau de change pour faciliter les démarches aux voyageurs. Nous avons aussi mis en place un couloir vert pour les familles afin de leur faciliter le transit. Des mesures ont également été prises au profit des personnes aux besoins spécifiques.
Autant de mesures et de facilitations qui ont permis de réduire les délais d'accostage des navires. Les passagers peuvent même faire leur démarche à distance via la plateforme numérique Alses. Le voyageur peut, depuis l'étranger ou à bord du navire, accéder à l'application Alses pour entamer les démarches du voyage en seulement 5 à 10 minutes. Grâce à Alses, nous avons entamé nos démarches en route. Ça a été rapide, nous n'attendons que nos papiers pour sortir. Cette procédure permet aux voyageurs de faire le dédouanement facilement et réduire les files d'attente. Toutes les facilitations sont accordées pour améliorer les conditions de voyage de nos compatriotes. Le port d'Oran réserve 2 quais pour les voyageurs. Il accueille 4 navires hebdomadaires en provenance des différents pays du pourtour méditerranéen. La Direction générale de la communication à la présidence de la République présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille de la journaliste du quotidien El Messef Houda Nadir, décédée en ces jours bénis, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder à la défunte sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Il y a de sombres séquences de l'histoire de notre pays qui continuent de marquer les esprits et celles des lignes Chal et Maurice en font partie. Installées par la France coloniale à la frontière algéro-tunisienne, ces barrières électrifiées et truffées de mines avaient pour but d'isoler la lutte pour l'indépendance. Mais des décennies plus tard, elles restent synonymes de douleur et d'injustice. Des milliers de mines ont fait des victimes bien après la fin de la colonisation. Et aujourd'hui encore, l'Algérie porte les séquelles. Hafida Abdessadouk et Badé Amarni. Les lignes Chal et Maurice, un autre crime colonial. La France avait décidé en 1956 d'installer des lignes électrifiées dotées de mines antipersonnelles tout le long des frontières est et ouest de l'Algérie. Cette démarche avait pour but d'isoler le Front de libération nationale FLN et le couper de tout contact extérieur afin d'étouffer la révolution algérienne. Le général de Gaulle a dit au général Chal qu'il faut barrer la route à ceux qui font passer les armes jusqu'en Kabylie. La France a laissé des traces indélébiles. Le nombre de victimes de notre wilaya est de 511. Beaucoup ont perdu un œil, un bras, une jambe et beaucoup sont morts. J'avais à peine 9 ans et j'allais encore à l'école. J'ai été blessé, beaucoup de victimes étaient des jeunes. Nous avons eu des difficultés à ramasser les victimes déchiquetées. Nous les avons enveloppées dans des couvertures. Nouri Hassan a été blessé comme moi. Le 21 janvier 1961, ils nous ont attaqués au napalm. Bourré de lignes de la mort, ce site continue à faire des victimes et des blessés, avec de lourds handicaps pour des centaines d'Algériens des régions frontalières, en dépit des efforts consentis par l'Algérie pour traiter cette zone et la débarrasser des mines antipersonnelles. Nous avons découvert un champ bourré de mines antipersonnelles. En une seule journée, nous en avons trouvé 139 mines. À ce jour, la France refuse de reconnaître ces crimes et de remettre le plan pour définir les sites des mines antipersonnelles. C'est là la barbarie du colonialisme qui a détruit la vie des victimes innocentes. Le débat sur l'Algérie revient une fois de plus sur le devant de la scène en France. Entre attaques répétées et discours provocateurs, une partie de la classe politique semble chercher un bouc émissaire, détournant ainsi l'attention des véritables enjeux. Une stratégie bien rodée, en tout cas où l'extrême droite pousse toujours plus loin les limites du discours, banalisant des idées qui, il y a encore quelques années, paraissaient totalement impensables. Sonia Gassi et Sabrina Cachoud. Assiste-t-on à la perte de sens d'une nation qui, dans sa déchéance, ne sait plus vers où se tourner, au point de s'en prendre à ceux qui s'en sont libérés et ne lui ont rien fait? C'est toute la problématique du moment dans une France malade de ces élites racistes qui multiplient les provocations contre notre pays sur des bases fallacieuses et approximatives.
Une méthode éculée bien connue, par laquelle sans aucune honte, la classe politique au pouvoir détourne ainsi les regards et l'attention de ses citoyens vis-à-vis de ses responsabilités. Les Françaises et les Français aujourd'hui sont en colère. Oui, la colère gronde dans notre pays. Et plutôt que de régler les problèmes des Français et de partager les richesses, alors on préfère insulter l'Algérie. On préfère désigner comme responsables les musulmans, les étrangers. Et on a recours à cette vieille méthode du racisme. Dernier épisode en date, le ciblage des hauts dignitaires algériens. Paris ne se cachant plus de viser Alger dans la pourtant très large question de son immigration. Je veux parler de ce qui se passe avec l'Algérie. Vous avez, de la part du gouvernement, ce mercredi, un séminaire interministériel qui va se passer sur la question de l'immigration avec François Bayrou, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il allait annoncer des mesures fortes sur la question migratoire et particulièrement sur l'Algérie, qu'ils allaient geler la possibilité d'avoir des visas pour les hauts dignitaires algériens. D'où est-ce que cela vient? Cela vient depuis des mois et des mois, rappelez-vous toutes les affaires sur les influenceurs algériens, etc., depuis des mois, d'une volonté de provocation et de montée en tension par Retailleau lui-même, ministre de l'Intérieur, qui, comme au temps de la colonisation, croit que le ministre de l'Intérieur est celui qui régit les relations avec l'Algérie, alors que les 132 ans de colonisation sont finis dans ce pays. Toujours plus loin dans l'absurde, la France soumet ainsi ses relations avec l'Algérie à un agenda interne dont Alger est totalement étranger. Selon le principe de la fenêtre d'Overton, des déclarations choquantes et mensongères sont dites et répétées dans le but d'habituer les esprits à des positions de plus en plus extrêmes, en choquant d'abord, puis de les faire accepter. Bruno Retailleau, en reprenant les idées de l'extrême droite, en fait, ce n'est pas certain qu'il déstabilise le Rassemblement national, comme vous venez de le dire. Plutôt moi, ce que je ressens et ce que je crains, c'est qu'il acclimate les idées de l'extrême droite dans un électorat qui, pour l'instant, n'a pas complètement basculé à l'extrême droite. Une vérité de plus en plus éclatante, mêlée à une amnésie, celle d'une extrême droite revancharde et nostalgique, oubliant que le temps des colonies a pris fin depuis bien longtemps en Algérie et qu'un ministre de l'Intérieur français ne peut déborder ses fonctions sans conséquence quand il n'a aucune voix au chapitre en matière de diplomatie. Vous trouvez que c'est normal que ça soit le ministre de l'Intérieur qui parle des relations franco-algériennes, c'est-à-dire par rapport à un pays, il a la charge de la question migratoire, le ministre de l'Intérieur. Il ne se contente pas de dire ça, vous avez remarqué. La méthode douce il ne se contente pas de dire ça, c'est donc montrer comme ça ses muscles sans arrêt en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir, alors qu'on va voir rien. Aujourd'hui, l'Algérie a moins besoin de la France que l'inverse. Entre confusion et chaos au sommet de l'État, l'extrême droite continue sa marche tranquille, celle d'un cancer bien installé dans les rouages et les centres de prise de décision, maintenant Paris au bord du précipice et dépassant le champ politique. L'extrême droite est aujourd'hui la grande menace ignorée de l'Europe. Le dernier indice mondial de l'ONU a enregistré une hausse du terrorisme de l'extrême droite de 320%. Ailleurs, des alertes aussi sérieuses auraient depuis longtemps mené à prendre des dispositions draconiennes. Fuir ses responsabilités et diaboliser l'autre, l'exécutif du pays se revendiquant des Lumières s'enfonce toujours plus dans les ténèbres, sacrifiant sciemment les Françaises et les Français. Un laxisme coupable qui fait fi des véritables préoccupations et un jeu ô combien dangereux. Le Marzen, un régime où tout est sournoisement calculé, espionnage, désinformation, trafic et soutien aux groupes terroristes. Une mécanique bien huilée qui fonctionne dans l'ombre pendant que le peuple marocain subit une inflation, une précarité sans précédent. Les révélations se multiplient et mettent en lumière la véritable nature d'un régime qui, malgré ses efforts pour masquer la réalité, voit ses masques tomber un à un. Walid Yousfi. De l'espionnage via Pegasus au chantage, en passant par le soutien aux groupes terroristes et au trafic de drogue transfrontalier, autant de manœuvres mafieuses auxquelles le Marzen a toujours eu recours. Des révélations chocs faites par des journalistes, des activistes ou encore des analystes politiques qui ont décidé une nouvelle fois de rompre le silence. Parmi les victimes de cette application, il y a le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, ainsi que certains de ses ministres. Je ne m'attends donc pas à une fin rapide de ce dossier, ni à son archivage. Le Marzen ne se contente pas de nuire à ses voisins, il cherche également à falsifier la réalité et à manipuler l'opinion internationale en s'appuyant sur une politique de désinformation et d'intimidation, des pratiques dignes d'un régime défaillant.
Le Maroc, à travers des déclarations hors contexte, commet des actions qu'on pourrait inclure dans une carte de guerre hybride contre la souveraineté espagnole, allant entre l'utilisation de la carte de l'immigration clandestine à l'exploitation de l'île aux Persides depuis plusieurs années, ainsi que le report de l'ouverture des frontières, en plus de l'espionnage des téléphones des membres du gouvernement et la monétisation des voix des électeurs dans les villes autonomes. Sembrero a mis en lumière un sujet encore plus grave, les écoutes téléphoniques via un logiciel israélien d'espionnage. Le Maroc a espionné des journalistes, des personnalités politiques importantes et même des membres du gouvernement. La situation dans les territoires occupés du Sahara occidental témoigne de l'une des stratégies du Marzen qui consiste à entretenir un discours trompeur en menant des campagnes de désinformation médiatique, passant sous silence le pillage systématique des ressources naturelles de la région et leur exportation illégale à grande échelle vers plusieurs pays. La domination sur le Sahara occidental ne veut pas dire seulement contrôler le phosphate, mais aussi le plateau continental des îles Canaries où il y a beaucoup de pétrole, de gaz et de terres rares. Et donc le Maroc est très intéressé non seulement par le contrôle de la géopolitique de la région, mais aussi de ses ressources économiques. Ces faits accablants mettent en évidence la véritable nature du Marzen. Pendant que le peuple marocain lutte pour survivre, la corruption, le terrorisme et les scandales qui éclaboussent le pouvoir ne cessent de se multiplier, exposant au grand jour une réalité qui ne peut être ignorée. Revenons chez nous au pays, en Algérie, direction Dar Souf, une des plus belles maisons de la Casbah d'Alger, où une exposition met en honneur l'héritage de la capitale. Photographie, rencontres, traditions et savoir-faire se mêlent pour offrir une immersion au cœur de la mémoire d'Alger, mettant ainsi en lumière l'histoire et l'âme de ce site emblématique. Couverture, Ferial Chir. À Dar Souf, une exposition a été organisée en l'honneur de la Casbah d'Alger, mettant en lumière la richesse de son héritage, aussi bien culturel que matériel et immatériel. Alors ça comprend plusieurs choses, des ateliers pour les enfants, donc pour sensibiliser la jeunesse à la préservation et à la sauvegarde du patrimoine. Il y a eu des rencontres avec la société civile, donc qui a permis la rencontre de plusieurs anciens habitants de la Casbah, donc c'était déjà très émouvant. Vous retrouvez aussi plusieurs ateliers, plusieurs exposants avec des artisans qui mettent en avant les traditions, les savoir-faire de la Casbah d'Alger. Ces photographies récitent un parcours en fait et nous permet un voyage à travers la Casbah. Alors chaque quartier a son histoire, chaque quartier raconte ses personnalités et donc grâce à la photographie, c'est toute une documentation très riche qui nous permet de découvrir d'une autre manière notre Casbah. Parmi les participantes, 2 femmes passionnées de photographie et d'histoire ont présenté leurs œuvres à travers le regard elles ont su capturer l'âme de la Casbah, mais aussi la mémoire de ceux qui ont vécu et combattu pour la liberté du pays. C'est une exposition sous le titre de Houma ou Hkaya. Quelques tableaux qui reflètent une histoire. Hkaya, et c'est notre façon de sauver ce patrimoine à travers la photo. Dans chaque quartier, dans chaque znéqa, devant chaque porte, il y a toujours une histoire à raconter. Parmi ces photos, nous avons des photos de la haute Casbah, de la basse Casbah, des photos sur la baie d'Alger. Cet événement a permis de redécouvrir le patrimoine architectural emblématique de ce site. Classé au patrimoine mondial, il incite les gens d'aujourd'hui à devenir à leur tour les gardiens de notre mémoire collective. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Sahaf Tolkom et excellente soirée à vous avec la suite de nos programmes.